Alors, nous allons pouvoir commencer. Donc bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Iris et je vous accompagnerai pendant toute la durée de ce webinaire. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre présence à ce premier événement digital organisé par Motion Technologies, qui aura pour thématique construire sa démarche de prévention grâce au capteur musculaire Moten. Alors concernant, son déroulement, ce webinaire, va se découper de la manière suivante. Nous commencerons par 30 minutes de présentation qui retraceront toute la démarche, de prévention menée chez FH Construction, en allant du contexte aux résultats obtenus et ensuite nous enchaînerons sur 15 minutes de questions-réponses. Pour que ce webinaire se passe de la meilleure façon possible, je vous inviterai à suivre ces quelques recommandations. Donc tout d'abord, je vous invite à couper votre micro durant toute la durée de la présentation pour éviter de couper les intervenants. Si jamais vous avez une question, je vous invite à la poser dans le chat et nous y répondrons à la fin durant les 15 minutes d'échange. Et en cas de problème technique, je vous invite à lever la main en utilisant la petite main dans l'onglet Réaction et je viendrai vous aider à le résoudre. Alors, donc, pour commencer, je vais laisser la parole à nos intervenants qui vont se présenter. Donc, Marianne, je te laisse commencer. Alors donc bonjour à tous, moi je suis donc Marianne Grangeret, ergonome, chez Moten et directrice des opérations. Donc j'ai rejoint Moten il y a 3 ans maintenant quasiment. Donc je ne sais pas si vous entendez, mais là c'est les aléas du direct. On a, des travaux actuellement, donc on reste dans le thème aujourd'hui. Hem, du coup chez Moten, ce qu'on fait, c'est on a déployé, on a construit, on a conçu des capteurs d'activité musculaire qu'on va déployer dans nos interventions en ergonomie. Et qu'on déploie aussi chez nos clients, potentiellement ergonomes internes ou préventeurs. Et là donc, dans le cadre de ce projet, j'ai piloté donc, le projet, ergonomie chez Vache Construction, aux côtés de Tiffany, que du coup je vais laisser, se présenter à son tour. Donc bonjour à tous, je m'appelle Tiffany De Smet, je suis animatrice prévention chez FH Construction depuis bientôt 3 ans. Donc pour ceux qui connaissent pas FH, c'est une entreprise de BTP donc qui compte à peu près, 12 000 collaborateurs pour la branche, construction et donc nous travaillons aussi bien sur des marchés publics que privés, en neuf ou en réhabilitation. Et donc moi, je suis Pascal Girardot, je suis ergonome, à la direction technique de l'OPP BTP, responsable donc des questions autour de la prévention de l'usure professionnelle et en charge de l'équipe, qui a pour, mission de les porter. Alors c'est donc merci, d'abord à FH et à Moten Techno, de m'avoir, associé à l'événement, hein, d'aujourd'hui, hem et puis de m'avoir du coup confié, quelques mots, d'introduction, par lesquels, commencer cette présentation. Alors rassurez-vous, quand on parle de quelques indicateurs, rassurez-vous, je ne vais pas vous assommer de données statistiques. D'abord parce que l'idée est de commencer sur une note positive et puis parce qu'on connaît tous, les niveaux de sinistralité, hein, du BTP qui, bon après une tendance, à la diminution pour les accidents de travail, particulièrement visible chez les majors, peine à descendre sous un palier. Alors la diminution est moins claire pour les maladies professionnelles et ce qu'on peut dire en lien avec l'intervention d'aujourd'hui, en tout cas, c'est d'une manière générale, on constate un indice de fréquence d'autant plus faible que la taille de l'entreprise est importante. Donc ça, c'est des choses des repères qui vont être intéressants pour nous. D'autre part, et ça pour différentes raisons, cet indice de fréquence, on peut considérer de ce fait que ça confère une forme de responsabilité aux grandes entreprises pour tirer aussi l'ensemble du secteur, hein, en lien avec, l'intervention d'aujourd'hui. Par ailleurs, 86 des maladies professionnelles sont en lien avec les TMS, donc ça ne sera pas un scoop qu'on s'intéresse particulièrement à l'activité physique, de nos salariés. On connaît la dimension, multifactorielle de ces TMS, tout en sachant, aussi la part importante, prise par l'activité physique de travail dans l'ensemble de nos métiers. Alors le BTP fait pour autant pas partie des pires secteurs professionnels en la matière, hein, on n'en est pas loin, mais c'est pas nous les pires. Sans doute en lien avec un certain nombre de facteurs protecteurs, qui coexistent avec les facteurs de risque, hein. Donc tout ça, nous invite à penser la prévention en lien avec les conditions de réalisation du travail et du travail, enfin des conditions réelles, de réalisation du travail.
Un autre indicateur non chiffré qu'on pourra avoir en tête aussi aujourd'hui, c'est, la vision de nos métiers dans les représentations véhiculées par le grand public, hein. Comment est-ce que le grand public se représente, les acteurs du BTP? Et il est vraisemblable que cette représentation, cette image, portée a quelque chose à voir avec, le défaut d'attractivité que peuvent parfois, montrer nos métiers. Donc à travailler là-dessus aussi, quoi, hein. Hem, alors, les travaux de maçonnerie générale, enfin le gros œuvre, emblème, les travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre du bâtiment regroupent un grand nombre de salariés, enfin et occupent clairement une position emblématique dans le regard de la société de manière générale, un peu comme on vient de le dire. Ces acteurs-là sont la partie visible du secteur, au cœur de nos villes, tant dans leur activité même que dans leurs conditions de travail. Enfin, quand on les regarde travailler, on les voit dans leurs conditions réelles de travail. Donc ils sont aussi particulièrement scrutés de ce point de vue-là, par l'ensemble des observateurs, professionnels ou non. Et alors d'ailleurs parmi les études métiers, menées par, l'OPP-BTP, récemment, 2 ont été réalisées, auprès du secteur, tout dernièrement, chez les coffreurs-bancheurs d'abord et avec les maçons en maçonnerie de bloc, plus récemment, et on en démarre une autre, là, tout prochainement avec les dallagistes. Donc pour dire voilà tout notre intérêt aussi à travailler sur, le secteur du gros œuvre. Sinon, toutes ces dernières années, des progrès importants ont été, faits, en particulier en prévention, en particulier dans le registre des solutions techniques et puis dans les systèmes de management de la prévention, de la sécurité, avec, d'assez bons résultats, hein, en particulier chez les majors, bien sûr, mais d'assez bons résultats. Et évidemment, il est important de poursuivre ces démarches-là. Mais une des hypothèses qui concerne le palier, d'accidentologie en dessous duquel on a du mal à descendre, hein, comme on disait tout à l'heure, invite à s'intéresser davantage aux facteurs organisationnels et humains qui apparaissent un peu, comme nos cibles en termes de prévention pour pouvoir aller plus loin et passer, un cap. Des enjeux stratégiques aussi en lien assez direct avec la prévention, donc des enjeux qui sont nombreux et parfois nouveaux. Des enjeux, alors sociaux, d'abord aux 2 extrémités de la pyramide des âges avec les difficultés de recrutement que j'évoquais tout à l'heure, et puis, la manière de comment dire? De considérer nos seniors, dans l'activité et puis de leur, de travailler sur la soutenabilité du travail de manière générale avec la prise en compte de cette usure professionnelle, en particulier avec, tous les discours qu'on a en ce moment de la part des candidats à l'élection présidentielle sur la prise en compte de la pénibilité, la future réforme des retraites qui évidemment, nous questionnent sur, cette soutenabilité du travail dans notre secteur. Et puis, plus généralement sur le développement de la ressource humaine qui est une des ressources sur lesquelles on peut encore, progresser. Hem Enjeu économique également, avec la nécessité de trouver, bah, de nouveaux leviers de performance pour les entreprises avec, et du coup la prévention qui apparaît aujourd'hui clairement comme un facteur de performance, avec, cette dynamique, de lien entre prévention et performance auquel, nous le PP, nous sommes, particulièrement attachés. Et puis troisième volet de ce triptyque, du développement durable en réalité, puisque les 3 enjeux que je situe sont à ce niveau-là, c'est les enjeux environnementaux et avec en particulier toute la nouvelle réglementation environnementale et l'ensemble des modes opératoires qu'elle va nous inviter inévitablement à, réinterroger ou voire à créer. Et puis donc, pour terminer, ce propos, en lien avec ces différents enjeux, un grand nombre de démarches d'innovation, hein, qui trouvent dans le gros œuvre, un secteur favorable à leur déploiement et puis un lieu d'intérêt aussi pour les développeurs. On parle de plus en plus de prévention intégrée, dans les nouveaux dispositifs qui arrivent, quand parfois la prévention n'est pas l'objet même principal de ces innovations. Voilà. Je voilà, j'en ai terminé avec cette introduction et puis du coup, je vous retrouve, à la fin, de ce webinaire. Merci beaucoup Pascal. Ça permet d'avoir un bon aperçu, de où on en est dans le BTP. Donc Tiffany, vas-y, maintenant on va rentrer plutôt dans vraiment le projet en lui-même. Comment est-ce qu'il a débuté? Quelles démarches on a menées? Et quels résultats surtout on a obtenus? Oui, tout à fait. Donc, le point de départ du projet, alors initialement, nous avions créé avec ma directrice d'exploitation des groupes de travail pour avancer sur différents sujets en prévention.
Et avec mon groupe de travail, nous devions créer en fait un book gestes et postures. Et ce book-là, il venait en complément d'une démarche qu'on avait déjà initiée au sein d'Eiffage Construction Équipement, qui est la démarche bien-être au travail avec coach prévention. Et cette démarche, elle servait du coup à sensibiliser sur les chantiers les compagnons sur différents sujets, donc que ce soit la nutrition, les échauffements ou encore justement les gestes et postures. Donc, on s'est dit que c'était très utile, en fait, de savoir comment, par exemple, ramasser un outil de la bonne manière avec les bons gestes, les bonnes postures, mais qu'il était aussi très utile de se poser la question de comment faire pour ne pas avoir simplement à le récupérer au sol, hein, juste, que ce soit d'un point de vue organisationnel ou de mettre en place, des caisses ou autre. Donc, c'est comme ça que nous est venue l'idée d'aller rechercher, en fait, des prestataires pour mener un projet ergonomie. Et notre choix s'est porté sur Moten. Pourquoi? D'une part, parce qu'en fait, ils ont proposé un projet vraiment adapté à nos besoins et d'autre part, et c'est la partie la plus importante, c'est qu'en fait, leur projet ne s'arrêtait pas justement à une analyse et un constat avec des données chiffrées, où on se dit: «Bon, c'est bien, on a un constat, mais qu'est-ce qu'on fait avec?» Et justement, on allait jusqu'à l'accompagnement pour la recherche de solutions et ça fait vraiment, voilà, cette espèce d'amélioration continue où, on ne s'arrête pas juste à un constat et on va beaucoup plus loin et on trouve des solutions. Du moins, on les cherche. Donc je vais laisser Marianne, poursuivre et vous exposer un petit peu comment s'est déroulé ce projet. Donc déjà, avant de vous montrer vraiment comment la démarche s'est déroulée et cetera, il y a une chose sur laquelle on voulait bien insister avec Pascal et Tiffany, c'est, le fait que cette démarche-là était participative avant tout. Donc il y avait effectivement, une instance, qui gérait ce projet-là, donc le comité de pilotage. Dans ce comité de pilotage, il y avait un représentant de chaque, strate finalement un peu hiérarchique qu'on peut retrouver dans un chantier. Donc maître compagnon, compagnon, représentant du personnel, la direction évidemment et puis on avait aussi donc Eiffage, Matériel qui a été intégré, dans ce comité de pilotage. Ensuite, je reviendrai un petit peu après, mais sur, l'importance du binôme préventrice-ergo qui, du coup, permettait, d'avoir ces retours terrain directs et aussi qui avait, en fait, l'opportunité de créer des espaces, d'échange et de dialogue avec, directement les acteurs concernés, donc les compagnons, les chefs de chantier, les chefs d'équipe, qui permettaient, en fait, de remonter de l'information directement au comité de pilotage et du coup, de prendre, quand même des décisions qui sont, extrêmement proches des réalités métiers. Enfin qui collent même complètement aux réalités métiers. Donc ça, c'est pour, insister un petit peu, on va y revenir, de façon un peu récurrente, mais cette démarche-là, elle se veut vraiment, participative au maximum. Donc cette démarche, elle s'est passée en 2021, du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Elle s'est déroulée en 3 phases. Donc la première phase, c'était vraiment une phase de compréhension, du contexte, des activités propres à Eiffage Construction, équipement notamment et vraiment aussi, c'était l'occasion de s'intégrer, dans ces collectifs que sont, les équipes chantier. En juin, ça s'est passé d'avril jusqu'à juin à peu près. En juin, on a débuté la phase d'analyse qui était en fait vraiment, l'opportunité d'aller creuser en fait dans les problématiques qui ont été relevées lors de la première phase et on a utilisé dans ce cadre-là en fait, des capteurs pour pouvoir vraiment, mesurer, ces contraintes physiques auxquelles les compagnons, étaient exposés dans leur quotidien. Et donc une fois qu'on a en fait compris, les problématiques, qu'on les a creusées, qu'on les a analysées finement, et ben, en fait, on est en capacité de les solutionner. Donc au mois de septembre, on est rentré justement dans ce process, de solutions, de propositions de plans d'action et cetera. Donc j'y reviendrai par la suite. Mais globalement, voilà les 3 phases, de cette démarche qui s'est déroulée donc l'année dernière. Hop, pour la première phase, comprendre, je vais laisser peut-être, Tiffany, expliquer, parce que c'est elle qui a organisé finalement cette première phase de découverte. Oui, tout à fait. Alors la première phase, en fait, le but premier, c'était de présenter à Marianne les différents métiers qui allaient être a analysés, pardon. Donc les métiers de maçon-finisseur, de bancheur et de coffreur, donc pour le coffrage et décoffrage, de plancher. Donc pourquoi ces 3 métiers? Simplement parce que c'est les 3 métiers les plus représentatifs du gros œuvre, en fait, chez Eiffage, Construction. Et donc, pour ce faire, nous sommes allés sur 6 chantiers différents, donc autant des chantiers qui étaient en plein gros œuvre comme, Puteaux, Maurepas ou Châtenay, où on a pu du coup observer, les métiers donc de bancheur et de coffreur, pour le coffrage, décoffrage de plancher. Et on a aussi été donc sur des chantiers, qui étaient plus en fin de gros œuvre, donc le chantier de Gabriel Fauré, de Fort-de-Montrouge et le chantier de Buc où, Marianne a pu observer un peu plus donc les postes de maçon-finisseur et tout ça, ça a permis à Marianne, en fait, de recueillir un maximum d'informations sur le fonctionnement de ces métiers-là, qui étaient, voilà, un peu inconnus, jusqu'alors
Et donc, voilà, ça lui a permis d'avoir un gros bagage pour passer à la phase numéro 2, la phase, d'analyse, justement. C'est ça. Donc, pendant cette phase d'analyse, l'objectif, c'était d'aller un peu plus loin sur ce qui avait été observé, ce qu'on avait pu relever en termes de problématiques. Donc pareil, j'y reviendrai un petit peu. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mesuré l'activité de 5 compagnons volontaires, chacun sur une demi-journée de travail, donc sur les 3 métiers, listés par Tiffany. En termes de système de captation, je vais juste expliquer rapidement, mais globalement, on a placé 6 capteurs d'activité musculaire, donc Moten. Pour vous donner une idée, en fait, ils ressemblent, à ça, globalement, en termes de taille. Je sais pas si vous voyez, je vais le faire à la mode, esthétique. Je sais pas si vous regardez des vidéos là-dessus. Hem, pardon. Et hem et ensuite, donc ces capteurs-là, on les a posés, au niveau des épaules, au niveau du bas du dos et au niveau des cuisses. Donc pourquoi ces localisations-là? Tout simplement parce que ce sont les zones les plus sollicitées, dans les métiers identifiés. Donc voilà, lever les bras, travailler avec les bras, en général, c'est les épaules qui finissent par prendre. Au niveau du bas du dos, idem. Et pour l'activité des quadriceps, on était plutôt du coup sur, en fait, tout ce qui va être, travail à genoux, montée et descente d'escalier, de banches et cetera. Et on a complété ça donc avec une montre, cardio-fréquence-mètre, qui permettait, tout simplement d'avoir la fréquence cardiaque. Et pour terminer, un système de captation de mouvement, qui permettait en fait retranscrire en fait l'activité sous forme de mannequin 3D et qui nous permettait de calculer en fait le risque postural auquel les compagnons étaient exposés, pendant les mesures. Donc au final, on peut avoir comme ça une indication sur, vraiment les efforts, au niveau musculaire qui sont mobilisés, sur, les conséquences en termes en termes cardiaques et puis donc des indications sur le risque postural. Et en croisant ces 3 indicateurs-là, on arrive quand même à identifier très rapidement les situations qui sont les plus contraignantes, tout simplement, et pouvoir du coup agir sur ces situations-là en particulier. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais vous expliquer un petit peu en fait le processus de réflexion autour des données obtenues pour vous montrer en fait comment est-ce qu'on arrive, d'une donnée, d'une observation, d'un constat à vraiment une action en termes de solution. Donc ça se passe généralement en 4 étapes. La première étape, c'est une étape, assez simple de hiérarchisation. On va en fait regarder, toutes les opérations qui ont été réalisées par, là par exemple, je vais prendre l'exemple des bencheurs. Donc toutes les opérations réalisées par, 2 bencheurs qui ont participé aux mesures. On va classer en fait ces tâches, toutes les tâches qui ont été réalisées en une demi-journée en fonction, de l'intensité musculaire, en fonction du risque postural. Je l'ai pas mis, mais aussi en fonction du coup de tout ce qui va être astreinte cardiaque. Et donc en fait, de façon très simple, on arrive, très simplement à, dire: «Bon, l'opération la plus difficile, c'est celle qui va être modélisée en rouge. L'opération la plus, "facile" entre guillemets, ça va être celle qui va être modélisée en verte». Pas forcément la plus facile, mais en tout cas celle qui crée le moins de sollicitations. Ça, c'est vraiment, un premier, c'est une façon de dégrossir tout simplement, et de savoir, vers quelle tâche, vers quelle activité se tourner. La seconde étape, c'est une étape, un peu de catégorisation qui permet déjà d'avoir, de premiers indicateurs et de premiers arguments assez intéressants. Donc, par exemple, les 2 bencheurs qu'on a monitorés, ils ont réalisé, pendant les mesures, 41 opérations au total. Sur ces 41 opérations, il y a 15 opérations qui ont été identifiées comme vraiment demandant le plus d'efforts. Donc typiquement les 15 opérations qui étaient en haut, du classement que je vous ai montré juste avant. Et sur ces 15 opérations, 6 opérations ont été jugées évitables par les compagnons ou l'encadrement. Donc jugées évitables, ils l'ont verbalisé, ils en ont parlé après, a posteriori, ils l'ont dit sur le moment. En tout cas, ça a été vraiment, là, ce qui s'est passé, j'aurais pu ne pas le faire, globalement. Et en fait, ça, rien que cette donnée-là, en fait, a été assez précieuse pour Eiffage Construction puisque, en fait, ça représente sur une journée, en fait, ça représente 30 minutes, au moins 30 minutes parce que, je pense que c'est, un peu sous-estimé. Toujours est-il que c'est au moins 30 minutes, qui auraient pu être gagnées d'un point de vue de productivité, mais aussi qui auraient pu être gagnées d'un point de vue de santé puisque, ils auraient pu, en fait, ne pas être exposés à des situations à risque, pour eux, tout simplement. Donc ça, on est qu'à la seconde étape. Ensuite, à la troisième étape, on va aller en fait toujours un peu plus profondément dans l'analyse. Donc là, l'idée, c'est de regarder en fait chacune des 15 opérations, par exemple, ou des 6 opérations qui auraient pu être évitées, ou en tout cas celles qui remontent, dans le classement. Quelles sont, un petit peu les choses qui créent ces situations-là, donc les déterminants.
Et donc par exemple, si je prends l'exemple de l'opération ramasser un objet au sol, parce qu'en fait, lors de mes observations, je me suis vite rendu compte qu'en fait, il passait beaucoup de temps à aller chercher des outils, à ramasser les outils, à, aller d'un point A à point B avec ces outils-là, et cetera, et que ça représentait un temps quand même assez certain. En plus de ça, en croisant un peu les indicateurs, on se rend compte que, les compagnons avaient tendance en fait à se blesser, notamment au niveau du dos, sur des tâches, très simples de, bah, j'ai voulu ramasser, un peu importe, un j'ai pas d'idée d'outil là tout de suite, mais j'allais dire un tournevis, mais ça marche pas. Un outil relativement lourd au sol et Un marteau-piqueur. voilà, un marteau-piqueur. J'ai voulu ramasser le marteau-piqueur et j'ai senti une douleur au niveau du bas du dos. Globalement, c'est quelque chose qui revenait assez fréquemment et donc on s'est rendu compte que pendant les mesures qu'on a effectuées, les 2 bencheurs, ils ont ramassé un objet au sol toutes les, 2,5 à 4 minutes, à peu près. Et en fait, le fait de ramasser un objet au sol de façon, récurrente était dû à plusieurs facteurs, plusieurs déterminants. Donc là, je vais pas vous les décrire un par un, mais globalement, chacun de ces déterminants-là, en fait, ont une influence directe sur le fait que les outils sont situés à un endroit, accessible, ou au contraire au sol, généralement, sur, le fait que l'outil est présent ou non présent, et cetera, et cetera. Et par exemple, un des facteurs le plus important, c'est la préparation. Donc en fait, si la journée, n'est pas préparée ou du moins si le compagnon n'a pas les informations nécessaires pour pouvoir anticiper les activités, par exemple, de l'après-midi, il va s'organiser de telle sorte à avoir tout autour de lui, mais il n'aura pas forcément eu le temps de, par exemple, déplacer un moyen de stockage, grâce au grutier, parce qu'il n'est pas disponible tout simplement. Et donc, en fait, il va se retrouver avec tous les outils au sol. Il va et en plus, en rajoutant un petit coup de pression temporelle, parce que, la livraison, du béton arrive à telle heure, et cetera. Mais en fait, on se retrouve avec un compagnon qui va en permanence ramasser un outil, l'utiliser, le poser, ramasser un outil, l'utiliser, le poser, et cetera. Et donc on se retrouve avec ces types de fréquences, de ramassage d'objets au sol. Donc, ça, c'est un exemple très concret, mais c'est histoire d'illustrer et en fait, une fois qu'on a bien compris le problème, l'idée, c'est de passer donc dans la résolution de ce problème-là, donc l'étape un peu 4, où du coup, on dit: «Bon OK, je comprends pourquoi est-ce que les opérateurs, les compagnons, pardon, se retrouvent à ramasser des objets au sol en permanence». On a identifié pourquoi, enfin les facteurs qui font qu'ils se retrouvent à ramasser un objet au sol. Je vais beaucoup répéter le mot «ramasser un objet au sol». Et du coup, bah, voilà, quelle solution on peut mettre en avant pour pouvoir éviter de faire en sorte que, bah, qu'ils se retrouvent à ramasser des objets au sol? Et donc là, il y a 2 comment dire? 2 solutions qui ont été mises en avant. C'est une solution qui touche plutôt au process, à l'organisation. Donc en fait, c'est la modification de la feuille de route. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une feuille de route qui existe aujourd'hui, qui est utilisée, mais comment dire? Qui peine à permettre en fait aux compagnons, aux chefs d'équipe, aux chefs de chantier de partager l'information et de permettre en fait l'anticipation des activités de l'après-midi, par exemple. Matin pour l'après-midi généralement et parfois c'est même début d'après-midi pour milieu d'après-midi. Donc en termes d'organisation, c'est difficile en fait à gérer tout simplement. Donc là, l'idée c'est de comment est-ce qu'on peut modifier cette feuille de route pour qu'elle soit utile à l'anticipation et la prévision de ce qui va se passer dans la semaine et pas forcément, le maintenant pour tout de suite, globalement. Et une solution technique aussi, c'est tout simplement des caisses de bencheurs qui, en cas de non-disponibilité de la grue, en cas de non-disponibilité de moyens de stockage, proches des benches, pourraient en fait utiliser des caisses qui sont, déplaçables, sans grue du coup et qui permettraient, de stocker les outils, mais aussi tout simplement de poser les outils sur les caisses, de bencheurs. Donc ça peut paraître très simple, mais ça change quand même, ça peut changer en fait tout simplement la vie des compagnons. Ils auraient plus à se pencher, donc à faire des flexions très importantes du tronc. Il faudrait juste récupérer l'outil en fait à relativement à hauteur, ce qui serait toujours mieux que directement au sol. Plus en fonction des intempéries, c'est pas forcément, bien pour, garantir aussi le bon fonctionnement des outils à terme. Donc voilà, ça c'est vraiment, un exemple en fait un peu de ce qui se passe derrière, une fois qu'on a les données. Voilà comment on arrive à comment dire? Ces étapes de solution. Et justement, en parlant de solutionner, une fois qu'on a vraiment tout analysé, donc de la même façon sur toutes les opérations, sachant qu'il y en avait une 41, qu'on sélectionne les plus, difficiles, on va dire une quinzaine. Il faut faire ça après sur chaque opération. Donc, je vous laisse, un peu imaginer la taille de la réflexion. Et une fois qu'on a fait tout ça, l'idée c'est de partager les résultats obtenus et surtout de les confronter, directement avec ceux qui sont concernés, donc les compagnons, les chefs d'équipe, chefs de chantier.
Donc ce qu'on a fait pendant les mois de juillet-août, c'est qu'on a, animé, avec, Tiffany des points prévention production, alias PPP, qui sont des instances qui existent déjà, qui sont organisées par les chantiers et qui fonctionnent très bien. Et en fait, c'est, à ces occasions-là qu'on a partagé, en fait, les résultats, directement aux compagnons et ça nous a permis comme ça d'avoir leur réaction en direct et de pouvoir aussi mettre en discussion les pratiques. Donc on s'est retrouvés dans des échanges où un compagnon dit: «Bah, moi, je travaillais là avant et c'était comme ça et c'était mieux». Un autre qui dit: «Moi, je fais ça comme ça, peut-être que tu devrais faire ci, ça, ça». Donc c'était assez intéressant et du coup, ça nous a permis aussi beaucoup d'avancer sur cette recherche de solutions où, en fait, les solutions provenaient directement des compagnons et ils nous en validaient ou invalidaient certaines avec, des arguments, très clairs. Et une fois, ces PPP animés, on a regroupé en fait, différents représentants donc des strates, notamment hiérarchiques des chantiers, donc maîtres compagnons, chefs de chantier, conducteurs travaux et cetera, dans des groupes de travail. Donc on a monté un groupe de travail organisationnel, un groupe de travail technique, où en fait l'idée, était de pouvoir un peu séparer les comment dire? Les thématiques. Donc on leur a présenté ces résultats, cette hiérarchisation de situation et ensuite, l'idée, c'était de rentrer dans vraiment la faisabilité. Est-ce qu'il est possible de résoudre cette situation? Est-ce que la solution identifiée, ou en tout cas pressentie est possible? Est-ce qu'il faut la concevoir? Est-ce que c'est du tout de suite, du plus tard? Et cetera, et cetera. Et donc tout ça a permis de concevoir le plan d'action 2022 que, du coup, Tiffany va vous commenter un petit peu. Oui, tout à fait. Alors, il y a 12 solutions, en fait, qui ont été retenues, pour être intégrées au plan d'action 2022. Donc, ce sont des solutions techniques ou organisationnelles et donc ça a été réparti sur l'ensemble de l'année 2022, avec à chaque fois des délais et des pilotes pour chaque solution, en test. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de ces 12 solutions, on avait quand même eu pas mal de remontées, notamment, par exemple, sur des améliorations potentielles sur les banches. Et c'est vrai que le sujet des banches, donc c'est quand même une flotte qui se renouvelle pas tous les ans, hein. Donc ces arguments-là, ils ont été remontés à FH Construction Matériel pour que le jour où on renouvelle notre flotte de banches, qu'on puisse intégrer justement toutes les modifications qui ont été remontées, par les compagnons justement lors de ces groupes de travail ou lors de ces PPP. Donc, au niveau des 12 solutions, l'une d'entre elles est présentée devant vous. Donc, en fait, c'est un support pour panier à été, un support à roulettes pour panier à été. On s'est rendu compte, en fait, simplement que lors du décoffrage, coffrage-décoffrage de plancher, il manquait parfois juste des roulettes au niveau de nos paniers à été, qu'on puisse justement les pousser à la main au lieu d'avoir tout simplement à les gruter systématiquement. Et voilà, s'il n'y a pas toujours la grue pour les pousser de quelques mètres. Donc, il manquait ces roulettes sur nos paniers. Donc, on a demandé à FH Construction Matériel de créer un système en fait pour permettre à nos paniers à été qui sont très standards de pouvoir être déplacés simplement. Donc, ça fait partie des solutions en test. Donc, il y a 2 prototypes qui sont en test actuellement sur un de nos chantiers, donc le chantier de Puteaux. Et voilà, donc on va regarder, on va faire un retour d'expérience, on va demander aux compagnons ce qu'ils en pensent et si ça peut être amélioré, ensuite le déployer sur nos différents chantiers. Donc voilà, c'est un exemple des 12 solutions en fait qui sont dans ce plan d'action. Alors, merci beaucoup Tiffany, merci Mariam, merci Pascal pour cette présentation. Donc, on arrive tout doucement à la fin de ce webinaire, mais avant, on va faire un dernier petit focus sur les éléments importants à retenir de ce projet. Et je vais laisser nos intervenants nous en parler. Donc, Tiffany, si tu veux commencer par nous dire ce que tu as pu retenir de ce projet. Oui, tout à fait. Alors, pour moi, ce que j'ai retenu de ce projet, c'est surtout, l'expertise de l'ergonome qui vient, en fait, être complétée par les données chiffrées et ça, c'est hyper important, dans le sens où personne n'aura quelque chose à redire sur des données chiffrées. C'est difficilement contestable, en fait, une fois qu'on a les données devant soi, de dire: «Bah non, c'est pas vrai, il y a aucun problème». Donc voilà et justement, l'expertise de l'ergonome parce que forcément, elle a le regard, ergonomiste, c'est un métier à part. Moi, je suis préventrice, mais j'ai pas l'expertise qu'a une ergonome, dans son domaine. Et le deuxième point important, c'est justement le fait que, les compagnons ont vraiment été intégrés à cette démarche. Donc que ce soit les compagnons ou d'ailleurs la direction, hein, tout le monde a adhéré à cette démarche. Donc les compagnons ont porté les capteurs, ils ont participé au groupe de travail. La direction a appuyé la démarche en participant également parfois au groupe de travail. Donc c'était vraiment, ça a permis à ce que tout le monde se sente concerné par le projet et justement que le projet, voilà, puisse continuer par la suite, quoi. Pour moi, c'est ce que je retiens de ce projet en tout cas.
de ma partie. Donc je sais pas Pascal si tu veux dire un petit mot? Ah, ton micro est coupé. Pardon, tout d'abord, merci, Tiffany, merci Marianne, pour cette présentation. Alors ce que je vais retenir, rebondit un peu sur ce que tu viens de dire Tiffany avec, l'intérêt de l'analyse du travail réel avant de penser la transformation, enfin, et puis d'une analyse qui soit un peu fine, voire, instrumentée, en l'occurrence, quoi. Autre point aussi, la nécessité absolue à mon avis, d'associer systématiquement à l'analyse, quantitative de l'activité, quelle qu'en soit sa qualité et sa finesse, une analyse qualitative du travail réel. De type, analyse ergonomique, hein, comme tu viens de le dire, Tiffany, pour lui donner du sens en réalité et puis confronter à l'expertise du métier, comme le binôme que vous avez constitué, toutes les 2. Avec, souvent du reste un partenariat externe qui permet, une prise de recul, qui est enrichissante par rapport au fameux nez dans le guidon, dans lequel on est tous, au quotidien. Par ailleurs, la dimension participative, de la démarche, hein, avec les différents points que vous avez évoqués en termes de groupe de travail ou enfin, ou de groupe solutions, à la fois dans les remontées, du terrain, mais aussi dans la construction, enfin la recherche et la construction de solutions. Je retiendrai aussi volontiers, une approche de la prévention avec une entrée par les situations à risque, plus qu'une entrée par le risque lui-même. Hem, qui a de notre point de vue est sans doute plus favorable au développement d'une forme de culture de prévention, qui contribue du coup à installer cette prévention dans la durée et puis dans les savoir-faire et comportements individuels, du coup de ce qu'on peut appeler, parfois la sécurité gérée, c'est-à-dire à l'initiative des équipes au quotidien par rapport à la sécurité réglée, qui est établie par un certain nombre de règles. Et en lien avec ce point et peut-être tout à fait à l'initiative de ce qui avait été à l'initiative de la démarche, le nécessaire, esprit critique, à conserver à mon avis sur un certain nombre de démarches, aujourd'hui assez communes, centrées sur l'individu, largement inspiré par la santé publique, mais s'appuyant pas forcément toujours sur les réalités du travail et puis s'appuyant sur des experts intervenants qui n'ont pas forcément cette, connaissance du travail que vous avez, contribué à co-construire toutes les 2, hein. Et puis du coup avec une attention, à porter aux effets réels aussi de ces démarches-là. Alors et pour terminer, la vocation de l'OPP, BTP est vraiment de concevoir, d'accompagner et de faire connaître les solutions, pour la prévention à l'ensemble de la branche, hein, c'est ça notre mission. C'est pourquoi aussi, moi je voudrais retenir l'intérêt majeur de cette communication, dans son ensemble, indépendamment de son contenu, sur les démarches entreprises en prévention et en particulier sur, des méthodologies un peu innovantes, et puis sur les résultats comme Eiffage nous l'a proposé ici, en partenariat avec Moten. Donc un grand merci, à eux et à vous 2 en particulier pour, cette, contribution, utile. Merci à toi, Pascal et puis, à noter que, Pascal a un peu suivi le projet en parallèle, pendant tout le long et a mis, notamment à disposition un peu de savoir-faire, un tout petit peu. Donc voilà, merci beaucoup à toi, Pascal, aussi. Et du coup, moi, pour finir, ce que je retiendrai du projet de mon côté, c'est, j'insiste un peu dessus tout à l'heure, mais c'est l'importance du binôme, voilà, préventrice ergonome. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est une raison très pragmatique, c'est la logistique. C'est vraiment, assurer, le fait qu'on puisse visiter un chantier, que les gens, soient au courant qu'il y a un projet qui se passe, que, les compagnons sachent à peu près, qui je suis, pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe au sein des phages construction. Donc extrêmement important et extrêmement facilitateur pour pouvoir, mener la démarche finalement, interroger les compagnons sans devoir en permanence, justifier notre présence. C'est quand même, en tant qu'intervenant extérieur, extrêmement confortable. Après, une autre chose, c'est aussi ce versant social. La prévention, chez FH Construction est quand même, bien avancée, en tout cas sur une très bonne voie. Les compagnons connaissent, les préventeurs, échangent avec eux, font remonter des problématiques et donc profiter en fait finalement de cette relation, déjà installée pour pouvoir faire encore remonter d'autres problématiques, les verbaliser, les matérialiser puis les résoudre. C'est encore une fois très confortable pour un intervenant extérieur.
Et puis enfin, cette connaissance aussi de l'activité qu'a enfin la préventrice, donc notamment Tiffany pour le coup, sur les activités, sur, l'historique, sur, voilà les situations aussi. Parce que certes, de base, la prévention est plutôt orientée sur tout ce qui va être risque, mais toutefois, ils ont une compréhension de l'activité qui est quand même très, très poussée et qui permet quand même d'avoir une très grosse base sur laquelle s'appuyer, dans les analyses après ergo, qui sont un peu plus globales. Mais voilà, vraiment, très, très intéressant ce binôme et je pense que dans des projets de cette envergure-là, bénéficier des compétences finalement d'un référent, comme, Tiffany a pu l'être, a été, extrêmement facilitateur et c'est aussi non, mais ça, faut le dire, c'est aussi ce qui a permis de mener jusqu'au bout cette démarche, donc faut le dire. Voilà. Merci. Et puis, en dernier, là, cette petite satisfaction, qui est personnelle, mais aussi je pense que, bah, c'est le cas pour Pascal, c'est le cas pour Tiffany, c'est que cette démarche-là, en fait, elle s'est pas terminée une fois, le projet, officiellement terminé, lui. La prestation est terminée, cependant, la dynamique demeure et ce qui est, très, très intéressant, très, très satisfaisant, c'est de voir que ce plan d'action, il est mis en place, il y a des avancées régulières et du coup, et bah, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est venir d'ici quelques mois, de nouveau et puis, pouvoir, évaluer ces changements-là. Donc, c'est vraiment, super intéressant. Voilà, moi, c'était mon petit mot de fin. Merci beaucoup pour cette conclusion. On va pouvoir enchaîner, sur la partie des questions. On a un petit peu dépassé sur le temps, mais on a le temps encore de répondre à vos questions. Donc on va commencer avec celle de Catherine, qui nous demande, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les capteurs Moten, donc sur le type de technologie, les fonctionnalités, les référentiels et les particularités de nos capteurs? Donc je vais laisser la parole à Marianne, OK. qui pourra vous les présenter un peu plus dans le détail. C'est ça. Alors je vais essayer de répondre à la majorité. Je vais peut-être oublier une ou 2 questions, mais Iris me dira. Globalement, les capteurs, donc ce sont des capteurs d'activité musculaire qui utilisent une technique qui s'appelle la mécanomyographie. Donc là, je vais peut-être parler en termes un peu barbares, mais pour ceux qui connaissent, il y a donc l'électromyographie qui permet de mesurer l'activité musculaire, via en fait la captation du si je résume très rapidement, du signal électrique et nous, la technologie qu'on utilise, c'est plutôt, le signal mécanique, en fait. C'est-à-dire que quand les muscles vont se contracter, ils vont émettre, des vibrations et en fait, c'est ces vibrations-là qu'on va venir, monitorer et si je résume, très, très rapidement, le fait de contracter enfin, plus on va contracter un muscle, plus la vibration, du coup, va être importante et c'est comme ça qu'on peut mesurer l'intensité d'un effort musculaire, tout simplement. Donc ça, c'est au niveau de la technologie. En termes de mise en place, en fait, il suffit juste de prendre le capteur, de le poser sur, imaginons, je le pose ici, il y a un pansement qui vient le recouvrir et voilà, c'est fini. Donc ce qu'on a fait avec, les compagnons, notamment les bencheurs, c'est, on a posé les capteurs et ensuite ils ont travaillé pendant, bah, je crois que j'ai eu 5 heures et demie de mesure au total, chacun à peu près. Donc pause comprise, et intempéries compris puisqu'on a eu le droit à des magnifiques pluies. Donc voilà, ça c'était sympathique et sinon alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme, question? Alors oui, il y a Benoît qui nous demande, qui se questionne en fait sur l'intérêt, de déployer ces capteurs et quelle a été en fait la plus-value de l'utilisation de ces capteurs par rapport à une intervention classique d'un ergonome externe, c'est-à-dire, à une observation, type, papier-crayon. C'est ça. Bah, en fait, la plus-value, ça a été, surtout sur, le fait de convaincre et de comment dire? D'engager finalement les différentes parties prenantes dans la démarche. Ça, Tiffany, tu peux peut-être un peu témoigner là-dessus? Ouais, ouais et puis alors il y a aussi le fait qu'on se rend pas forcément compte, mais il y a certaines activités, qui, demandaient énormément d'efforts sans qu'on sache enfin, sans qu'on puisse réellement, s'en douter à 1re vue et ça, c'est uniquement les capteurs qui nous ont permis de voir ces choses-là. Par exemple, pour, le retrait de certains, mannequins bois ou certaines choses, on se dit: «Bah, un petit coup de baramine», et puis parfois c'est, même avec le levier, on se dit que c'est pas forcément très physique. Puis en fait, on se rend compte que si, ça demande beaucoup plus d'efforts que, certaines fois, bah, monter, des étages, avec un port de charge. Donc c'est vraiment ça qui nous a permis de quantifier et de séquencer en fait les tâches qui demandaient le plus d'efforts simplement. Ça. Et en plus de ça, on a, bah, tout ce qui est, aspect, postural qui, avec les capteurs de mouvement et l'analyse du coup de l'ergonome qui a quand même, vraiment son rôle d'expertise là-dessus, et qui permet aussi de regarder avec, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui a déjà été fait et comment faire,
comment faire mieux simplement. Mmh. C'est ça. Non, je sais pas si, Quelque chose à rajouter? Non? non, moi je dirais globalement, en fait, ça a permis d'avancer plus vite et de convaincre tout le monde en même temps. Ce qui Oui est aussi. pas toujours évident, quand on mêle à la fois, la direction, très haute direction et les compagnons, vraiment très proches du terrain. Et là, au moins, il y avait plus de ce qui est compliqué dans le BTP, c'est la variabilité des activités et surtout, c'est la variabilité des ressentis parce que tout est difficile donc et ben, selon les personnes, on va pas du tout avoir le même retour en termes de subjectivité. Donc ça permettait quand même de mettre tout le monde d'accord sur le fait qu'une activité était difficile. Je te vois hocher la tête Pascal, je sais pas Ah si ouais, tu ouais, non, je suis d'accord. non, c'est bon. Voilà. Donc je dirais que c'était ça un petit peu l'apport des capteurs. Puis ça a permis vraiment d'engager les compagnons aussi, hein, parce qu'ils étaient un peu dubitatifs au début. On leur promet quand même beaucoup de choses, généralement et malheureusement, il y a pas toujours des actions derrière qui sont réalisées pour différentes raisons. Comme disait Tiffany, on peut pas changer la flotte de Banche en claquant des doigts, mais bon, c'est parfois difficile à entendre et le fait que les compagnons aient porté les capteurs, en fait, ça a lancé un peu une nouvelle dynamique où, certains ont témoigné un intérêt qu'ils n'avaient pas témoigné initialement. Voilà. Et on a une dernière question qui nous demande sur quel référentiel on s'appuie par rapport au capteur, étant donné qu'on utilise Mmh. cette nouvelle technologie, voilà. Sur quoi on s'appuie pour prouver son efficacité? Alors là, il faudrait, plutôt que ce soit le responsable, data qui vous réponde. Non, globalement, les référentiels sont construits en laboratoire, avec l'université Paris-Saclay et notre doctorant Mathieu Correa qui est actuellement dans la salle d'ailleurs c'est grâce à ces référentiels-là, en fait, qu'on arrive à identifier notamment les activités les plus contraignantes. Chaque muscle va avoir sa propre signature, donc on ajuste, si je rentre un peu dans les détails, on ajuste un petit peu les filtres, en fonction de la musique produite par les muscles. Globalement, le bas du dos est très silencieux, les épaules, sont, l'équivalent de la grosse caisse, pardon, dans un orchestre, donc on modifie un petit peu les filtres en fonction des muscles et ça, c'est grâce au travail, de, Mathieu, notre, doctorant, notamment. Voilà. Donc je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Si jamais vous souhaitez, poser vos questions, c'est le moment. S'il y a 1 ou 2 questions, on peut peut-être terminer là-dessus. S'il n'y en a pas, on va pouvoir clôturer, je pense. Mmh, complètement. J'ai pas l'impression. Hop. Ah, il y a Laurent qui nous remercie pour cette présentation. Merci à toi Laurent d'être, là et bah, ouais, bah, merci à tous en tout cas d'avoir assisté, à ce webinaire. Pour nous, c'est un premier exercice. Merci à Pascal, d'avoir accepté d'introduire, et de conclure et de commenter et de nous avoir suivis un petit peu en off, derrière pendant le projet Merci et à vous. et merci à Tiffany, qui est toujours, un plaisir de travailler avec. Plaisir partagé. Et Marianne apprend très vite, hein, donc c'est devenu une pro du BTP en quelques mois, donc c'est vrai que c'est important de le souligner, c'est très vous êtes très adaptable, donc ça, c'est plutôt cool aussi. Voilà, les Comme joies de la comme start-up. comme le Ouais, disent les remerciements dans la conversation aussi, hein, enfin, j'ajoute les miens sur l'importance, hein, de ce retour d'expérience, de ce type de retour d'expérience. Donc surtout, n'hésitez pas, à réitérer, et puis là, je m'adresse à l'ensemble des participants. N'hésitez pas aussi à faire part, de votre côté, d'initiatives de ce genre-là. C'est vraiment riche pour l'ensemble de la branche, quoi. Complètement. Voilà, et bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.